15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Bilan et recommandations après un an de stratégie nationale. Télé donc la fin du colloque organisé par l'ANPH sur le handicap. Et à Gaza, la pause humanitaire a été prolongée d'une journée. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le président de l'Assemblée nationale d'Ileta, Mohamed Ileta, a reçu aujourd'hui le président du conseil de la direction présidentielle de la République arabe du Yémen, Tariq Salah Mohamed. Le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue à la délégation yéménite en République de Djibouti et la consolidation des relations bilatérales entre les pays frères ont été au menu des discussions. Le vice-président yéménite était accompagné de l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, Abdallah Moussalem Al-Soukhetri, du vice-ministre de l'Industrie et au Commerce et du gouvernorat et du gouverneur de Hodeïda et du directeur du cabinet de la vice-présidence. Au cours de ces discussions, le vice-président a demandé la collaboration de Djibouti pour lutter contre la piraterie maritime. Le président de l'Assemblée nationale leur a assuré du soutien indéfectible de la République de Djibouti. Et toujours à l'Assemblée nationale, le président d'Ileta, Mohamed Ileta, a reçu dans son salon d'honneur une délégation de haut niveau du groupe BRED, conduite par Jean-Paul Khoulia, directeur général du groupe BRED. Outre le directeur général du groupe, la délégation était composée de Stéphane Magavaka, directeur international de la BRED, de Régis Bariak, directeur général de la BCI, et de Abdallah Ibrahim, directeur adjoint de la BCI. Après les salutations d'usage et les mots de bienvenue, le président du Parlement d'Ileta, Mohamed Ileta, s'est dit honoré de la visite des cadres supérieurs du groupe BRED. Et à la fin de la rencontre, le directeur général de la BCI, Régis Bariak, a exprimé ses remerciements au président de l'Assemblée nationale pour sa disponibilité, ses encouragements et son soutien à l'endroit de l'institution bancaire de la place. La ministre de la Femme et de la Famille, Mona Ousmane Aden, a présidé une réunion ministérielle à Mombasa le 29 novembre dernier. L'ordre du jour incluait la stratégie régionale de l'IGAD pour l'égalité des sexes et le plan d'action régional pour les femmes. Et également, donc, la stratégie visait à renforcer, tandis que le plan d'action énonce des mesures concrètes pour la prévention des conflits, la médiation et l'inclusion des femmes dans le processus de paix. La ministre a insisté sur l'impact positif de l'éducation des femmes pour le développement durable, la stabilité et la paix. Les participants ont également souligné l'appel des Nations Unies pour les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Les États membres ont convenu d'adopter et de mettre en œuvre ces documents de manière collaborative, soulignant l'importance de promouvoir une masculinité positive pour progresser dans les droits des femmes et des filles dans la région. Écoutons la ministre de la Femme et de la Famille pour plus de précisions. De l'honneur que vous me faites pour présider les travaux de cette réunion ministérielle pour l'adoption de la stratégie régionale du genre de l'IGAD et du plan d'action régional sur la femme et la paix. La mise en œuvre de cette stratégie et de ce plan d'action marque une étape cruciale dans la reconnaissance du rôle essentiel des femmes dans la consolidation de la paix et la construction d'un avenir plus stable et prospère. Les femmes, en tant que porteuses de vie et gardiennes de la communauté, ont souvent été touchées de manière disproportionnée par les conflits. Leur inclusion active et significative dans le processus de paix est donc impératif pour garantir une paix durable. La reconnaissance formelle de l'importance du genre dans la promotion de la paix et de la sécurité est un témoignage de la maturité de notre région face aux défis contemporains. En adoptant cette stratégie et ce plan d'action, nous affirmons collectivement notre engagement envers l'égalité des sexes, la justice sociale et la construction d'un avenir où chaque individu, indépendamment de son genre, peut réaliser son plein potentiel. Mesdames et messieurs,
Cette stratégie genre sert de cadre pour promouvoir l'égalité à tous les niveaux de la société, mettant l'accent sur l'autonomisation des femmes, la création d'opportunités équitables. Elle reconnaît l'inclusion des femmes. L'inclusion des femmes ne doit pas être perçue comme une simple obligation, mais comme une stratégie pragmatique pour renforcer la stabilité. Le plan d'action régional sur la femme et la paix vient compléter cette stratégie en définissant les mesures concrètes pour intégrer les femmes dans tous les aspects des efforts de la paix. Cela inclut leur participation dans le processus de médiation, leur accès à l'éducation et à la formation, la protection de leurs droits fondamentaux dans les situations de conflit. Dans l'actualité également, dans le cadre du renforcement de l'employabilité de la lutte contre le chômage, une réunion de concertation avec les promoteurs des futurs hôtels a eu lieu le 29 novembre dernier au Palais du Peuple. L'objectif de cette réunion portait sur la question de l'employabilité des jeunes dans le secteur de l'hôtellerie. Et lors de cette réunion, Mohamed Warsame Diriye, ministre du Commerce et du Tourisme, a souligné que l'ouverture de nouveaux projets d'hôtels contribuera à la création d'emplois, mais aussi attirera une masse importante de touristes dans notre pays. L'USAID, qui est un partenaire important de ce programme de l'employabilité, participait également à cette réunion et travaille conjointement avec l'Agence nationale du tourisme et à tour de rôle les différents représentants des hôtels pour exprimer leurs doléances et leurs attentes en termes de compétences recherchées dans le milieu. Et ceci permettra de rendre le secteur très compétitif et être à la hauteur de la concurrence mondiale. Je vous propose de suivre l'intervention du ministre du Commerce et du Tourisme. Conformément à la politique édictée par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Merkelé, dont l'objectif est d'améliorer considérablement la position et la visibilité de Djibouti sur l'échiquier mondial, mon département met en œuvre les orientations stratégiques du schéma directeur pour le développement durable du tourisme. Notre objectif étant d'attirer 500 000 touristes d'ici l'année 2035. En effet, à travers la stratégie nationale de développement du tourisme, nous ambitionnons de faire passer la contribution du tourisme au PIB de 3% actuellement à 15% à l'horizon 2035. Et c'est dans le document stratégique de notre pays comme la vision 2035. Djibouti, avec 9 projets hôteliers actuellement en cours, totalisant une capacité d'accueil de 700 chambres, nous estimons une création de 595 emplois directs et potentiels à court terme, sans compter que ces investissements généreront également plusieurs centaines d'emplois indirects. En effet, le secteur de l'hôtellerie a un potentiel significatif pour répondre au problème du chômage des jeunes. Ces nouveaux hôtels augmenteront la capacité d'accueil du pays, attirant ainsi davantage de touristes nationaux et internationaux. Le colloque thématique sur la revue à mi-parcours de la stratégie nationale du handicap s'est achevé aujourd'hui au Palais du Peuple avec la participation du secrétaire général du gouvernement, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, la ministre de l'économie numérique et de l'innovation, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat et le ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé, également des Affaires musulmanes et des biens WAF, le directeur de l'ANPH, des partenaires techniques et financiers de l'ANPH, des associations des personnes handicapées et les chercheurs de l'Institut IRICA. Au programme, l'équipe d'IRICA a brièvement présenté les défis rencontrés par chaque pilier lors de l'évaluation à mi-parcours de la stratégie nationale du handicap et par la suite, ils ont partagé les recommandations issues des échanges et réflexions du colloque thématique. Ensuite, le conseiller technique du directeur général de l'ANPH a exposé le plan d'action de l'ANPH intégrant les recommandations issues des échanges et réflexions lors du colloque thématique. Et l'objectif de ces colloques thématiques étant d'évaluer la progression vers la réalisation des objectifs de la stratégie nationale du handicap en examinant les réalisations et de formuler les recommandations. Il y a quelques années, lorsque nous faisions
la première enquête de prévalence de l'handicap à Djibouti, nous avions, avec le gouvernement, relevé qu'une personne sur 10 à Djibouti vit avec un handicap, quel qu'il soit. Et ceci a été le leitmotiv de faire cette première stratégie nationale de l'handicap. Et nous sommes heureux qu'à mi-parcours, nous puissions tous ensemble nous arrêter, regarder dans le rétroviseur et faire un point pour savoir si nous sommes en train d'aller vers la bonne direction. Et je voudrais saluer, mesdames et messieurs les membres du gouvernement et monsieur le directeur général de la NPH, cet effort d'accomptabilité, de responsabilité que nous sommes tous en train de prendre ici pour nous assurer que nos efforts conjoints et collectifs vont aller vers les objectifs initiaux que nous nous sommes fixés. Et suivons à présent l'intervention du secrétaire général du gouvernement. C'est d'abord vraiment un grand plaisir pour moi de me tenir aujourd'hui devant vous afin de clôturer ces 4 jours intenses de travaux et de réflexions au cours duquel vous avez pu examiner de près l'état d'avancement de notre stratégie nationale du handicap 2021-2025. Les résultats de vos travaux et les résultats des discussions qui ont eu lieu nous ont été présentés et sont intéressants. Pendant ces 4 jours, l'équipe de la NPH, les représentants des départements sectoriels, les représentants de la société civile, les représentants des partenaires techniques et financiers ont œuvré sans relâche et ont montré, à travers leur contribution à ce colloque, l'intérêt et la détermination à faire progresser l'inclusion et le bien-être des personnes en situation de handicap dans notre société. Pour ces efforts et pour cet engagement, permettez-moi humblement de vous remercier. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez si bien rappelé, le premier point qui a été souligné concernait l'important arsenal juridique que nous avons mis en œuvre et qui contraste avec la jeunesse de notre institution. La NPH a été créée en 2017 et quand on voit l'étendue des réalisations qu'elle a réalisées, on a l'impression que cette institution est là depuis plus de 20 ans. L'immensité donc du travail qui a été réalisé est le fruit d'abord d'une détermination sans faille du chef de l'État qui, année après année, tient personnellement à participer à la journée du handicap. Cette journée, le directeur l'a mentionné, elle aura lieu donc exceptionnellement le 7 décembre 2023 au lieu du 3 décembre pour cause donc de participation à la COP28 qui débute aujourd'hui à Dubaï. À cet effet, je crois qu'il ne faut pas oublier que les victimes du changement climatique sont également et sont surtout les personnes à besoins spéciaux, car elles sont les premières victimes des catastrophes naturelles, alors qu'elles demeurent largement oubliées dans la stratégie d'atténuation des risques climatiques. J'espère, Monsieur le Directeur Général, que l'année prochaine, à la prochaine COP, vous serez invité à participer à cette COP-là. Suivons également à présent l'intervention de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité. Vraiment très honorée d'être ici également lors de la revue à mi-parcours du colloque justement concernant la stratégie. En effet, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités travaille en étroite collaboration avec l'Agence nationale des personnes handicapées et nous sommes vraiment très honorés de servir les personnes handicapées, comme l'a dit le directeur général. Ils font partie de notre société, il n'y a pas de solidarité sans les handicapés. Je voudrais également remercier la présentation qui a été faite, les 2 présentations qui ont été faites, surtout la présentation du LYRICA. Et j'aimerais également souligner que nous sommes en tout cas très touchés par justement cette revue parce que nous ne pouvons pas nous occuper de tout, nous ne pouvons pas aussi peut-être atteindre toutes les informations et il est tout à fait important que les associations également et toutes les forces vives du pays puissent rappeler au gouvernement les manquements que nous pouvons observer ou même les défaillances. Et c'est comme ça qu'on peut faire avancer la situation des handicapés. Les stratégies également du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, les différentes stratégies, depuis la création du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, c'est-à-dire depuis 2008, ces programmes de filets sociaux concernaient en fait l'accès à une alimentation saine, soit à travers les transferts monétaires qui est le PNSF national,
soit à travers, bien sûr, maintenant les distributions des vivres. Également, a été initié des programmes pour les étudiants pour avoir un accès équitable à l'université et pouvoir être diplômés. Il fallait aider davantage les étudiants venant des régions et très spécifiquement des bourses spécifiques aux personnes handicapées et exclusif d'ailleurs aux personnes handicapées a été initié. Au jour d'aujourd'hui, nous accompagnons des lycéens et des universitaires en leur octroyant des bourses. C'est d'ailleurs les seules bourses que la République de Djibouti octroie en territoire national et c'est en faveur des personnes handicapées. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub, a co-présidé avec Bite Dastel, représentant de l'UNICEF à Djibouti et chef de file du groupe local des partenaires de l'éducation, la clôture des travaux d'un atelier bilan dédié à la revue conjointe du plan d'action de l'éducation du MENFOP pour les années 2021-2022. Tous les partenaires ont pris part à ces ateliers de la revue conjointe, notamment la JICA, la Banque mondiale, l'UNESCO, l'USAID, l'ambassade de France. Cet atelier, qui s'est déroulé les 27 et 28 novembre dernier, a rassemblé de nombreux acteurs et responsables d'établissements scolaires, des cadres du MENFOP, des représentants de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Au cours de ces 2 jours, les participants ont passé en revue les réalisations du MENFOP au cours des 2 dernières années et confrontant aux prévisions initiales et identifiant les obstacles à la réalisation des objectifs fixés lors de l'élaboration du PAEF 2021-2025. L'objectif principal de cet atelier de restitution était de partager les résultats, les conclusions et les recommandations issues de la revue conjointe du PAEF, notant que le PAEF représente un cadre stratégique guidant les actions et les politiques éducatives dans les pays visant à améliorer la qualité de l'éducation et à relever les défis actuels du système éducatif. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à prière de l'Asr, la suite de notre journal. C'était donc l'appel à prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Toujours en tournée dans le cadre de la campagne de 16 jours d'activisme contre la violence envers les femmes, la délégation conduite par la secrétaire générale de l'UNFD s'est rendue le 28 novembre dernier à l'antenne UNFD de la région d'Obok pour distribuer des kits de matériel de couture à 15 jeunes filles en fin de formation professionnelle. L'UNFD a créé des centres de formation professionnelle dans les régions de l'intérieur en collaboration avec l'ONG internationale LIA pour donner à des jeunes filles à risque ayant abandonné l'école la chance d'acquérir des compétences en couture et en coupe. Ensuite, Mme Fatoua Moussa Abdi, secrétaire générale de l'UNFD et la coordinatrice du projet, Ruqia Ali, et les femmes parlementaires ainsi que les autorités de cette région ont visité le centre d'autonomisation des femmes de Markazi et les femmes du village de réfugiés Markazi d'Obok ont présenté leurs produits artisanaux lors de cette visite pour marquer cet événement. Et dans le prolongement de ces programmes sociaux visant à améliorer les conditions des groupes vulnérables, l'ONG Ar-Rahma, représentée par son bureau régional à Djibouti, a lancé les opérations de distribution de parrainage d'orphelins au Kafala pour l'année 2023. La cérémonie de distribution de cette aide financière aux orphelins et aux familles nécessiteuses s'est déroulée dans la salle de festivités du complexe développement Ar-Rahma. Le directeur régional de l'ONG Ar-Rahma, Abdul Ghani Al-Qourachi, et le chef du projet, Elmi Youssouf, ont assisté également à l'événement. Au cours de la cérémonie, les premières et deuxièmes tranches des parrainages d'orphelins ou kafala, fournis par les bienfaiteurs de l'État frère du Koweït, ont été distribués, qui s'élevaient donc à 100 millions de nos francs et 2400 bénéficiaires en ont bénéficié. Il s'agit de noter que depuis sa création, l'ONG Ar-Rahma s'intéresse aux familles à faible revenu à travers des projets de développement durable qui contribuent au développement humain représenté par la construction de complexes d'écoles, d'orphelinats, d'hôpitaux et de centres de mémorisation, ainsi que de projets de construction de villages qui a contribué à la stabilité des familles et à la prise en charge des orphelins en fournissant un logement adéquat conformément aux efforts de la fondation IOG Droit au logement créée par le président de la République Ismaël Omar Guelleh dans le but de résoudre le problème du logement social.
L'Union de la presse francophone, en collaboration avec l'Union européenne, a organisé un atelier de concertation entre les médias et la société civile au Palais du Peuple. Cette rencontre avait pour objectif de permettre à la société civile d'être plus interactive avec les médias en connaissant mieux les rouages et en ayant plus de contacts au sein des médias. À Djibouti, la société civile compte beaucoup plus d'acteurs qui sont classés comme associations ou ONG d'utilité publique. Elles interviennent dans les divers domaines comme l'éducation, la santé, le sport ou encore l'environnement. Les actions qu'ils mènent sur le terrain sont parfois relatées dans la presse nationale de manière sporadique, que ce soit au niveau de la presse écrite, de l'audiovisuel ou de la presse en ligne. La société civile djiboutienne n'a pas un contact régulier avec la presse nationale. Durant cet atelier, les participants ont été formés aux méthodes et moyens de communiquer avec les médias et les réseaux sociaux et seront renforcés afin de leur permettre de mobiliser plus rapidement et d'informer efficacement un plus grand nombre d'acteurs. À la fin de la formation, ils ont donc acquis une meilleure compréhension de ce qu'est le plaidoyer et la communication vers les médias, de disposer des méthodes, d'outils et moyens de communication et plaidoyer et savoir donc comment faire appel aux médias. Et écoutons pour plus de précisions le président de l'UPF, l'Union de la presse francophone, Kennedy Ibrahim. Cette rencontre a pour objectif de permettre à la société civile d'être plus interactive avec les médias en connaissant mieux le rouage et en ayant plus de contacts au sein des médias. Comme vous le savez, les médias sont des outils indispensables pour influencer l'opinion publique et les décideurs. Les organisations de la société civile peuvent utiliser les médias pour plaider en faveur des politiques et des changements sociaux qui correspondent à leurs valeurs et à leurs objectifs. Les reportages, les interviews et les articles d'opinion peuvent contribuer à façonner les perceptions et à encourager l'action. Elles peuvent offrir une plateforme permettant aux organisations de la société civile de sensibiliser le public et à leur cause, de partager leurs missions et objectifs et de donner de la visibilité à leurs activités. Cela contribue à mobiliser un soutien public et à attirer l'attention sur les problèmes qu'elles cherchent à résoudre. Comme vous le savez, à Djibouti, la société civile compte beaucoup d'acteurs qui sont classés comme associations ou ONG d'utilité publique. Elles interviennent dans divers domaines comme l'éducation, la santé, le sport, l'environnement, la migration, pour ne citer que ces... Et enfin, pour clore l'actualité nationale, fait divers dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes et faisant suite aux renseignements collectés dans la journée du 28 novembre dernier, les gendarmes de la brigade d'Ali Sabié, accompagnés des gendarmes de transport ferroviaire d'Ali Sabié, ont intercepté dans le secteur Aramadoulé d'Ali Sabié un véhicule de marque Prado immatriculé sous le numéro 595 de 42 conduit par le chauffeur Abdi Youssouf et une fouille minutieuse effectuée sur le véhicule. Il a été découvert qu'il transportait une quantité importante de cannes de contrebande, soit 27 colis, dont chaque colis contenant 100 paquets de cannes à raison de 1000 francs au marché local. Par ailleurs, en découvrant dans un lieu non loin de la cimenterie d'Ali Sabié 10 colis dissimulés sous un arbre par le transporteur. Quant au chauffeur de ce véhicule, il a été placé en garde à vue et il est poursuivi pour le transport illégal de la contrebande de cannes. Les marchandises ont été détruites en présence des agents de la douane. La valeur totale de cette marchandise saisie est estimée à 3 700 000 de nos francs. Et quant au véhicule ayant servi au transport de cette marchandise, il a été immobilisé au sein de la brigade d'Ali Sabié. En nouvelle du monde, à présent, la résistance palestinienne et le gouvernement israélien sont parvenus à un accord pour prolonger la trêve humanitaire d'un jour supplémentaire. Et selon le ministère qatari des Affaires étrangères qui a souligné l'intensification continue des efforts en vue d'un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. De son côté, le cabinet du Premier ministre israélien a déclaré avoir reçu une liste de noms de femmes et d'enfants israéliens détenus par la résistance palestinienne conformément aux termes de l'accord, soulignant par la même occasion la poursuite de la trêve. Rappelons que la 6e vague de libération des détenus palestiniens et israéliens a eu lieu
Aujourd'hui donc à l'aube et après la libération par les autorités d'occupation de 30 prisonniers palestiniens, 16 enfants et 14 femmes. Cela s'est traduit après que la résistance palestinienne ait libéré 10 détenus israéliens ainsi que 4 Thaïlandaises et 2 femmes russes qui ont été libérées en dehors de l'accord. Et enfin, la COP28 s'ouvre aujourd'hui à Dubaï. Financement de l'action climatique, bilan mondial, fin progressive des énergies fossiles. Les dossiers sont nombreux pour l'Union européenne qui souhaite voir à la hausse les objectifs climatiques. La communauté internationale se retrouve à partir d'aujourd'hui à Dubaï pour la conférence de l'ONU sur le climat. L'Union européenne compte faire entendre sa voix lors de cette COP28 avec un message simple auprès de ses partenaires. Il faut faire preuve d'ambition pour l'Union. L'établissement du premier bilan mondial sera une étape importante pour évaluer les efforts réalisés depuis l'accord de Paris en 2015 et ce qu'il faut encore faire pour limiter la hausse des températures autour d'1,5 degré Celsius. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite de notre programme sur Télé Djibouti.